Raphaël Côté-Bernier, président régional de Montréal-Ouest au Forum jeunesse du Bloc québécois. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de M. Normand Lester. M. Lester va nous parler de sa vision du Québec, de sa vision de l'indépendance, des élections fédérales également. Peut-être aussi de son livre qui est en vente en avant à 25 $, point à la ligne, publié chez Les Intouchables. Le déroulement de la conférence va être le suivant, environ 45 minutes de conférence de M. Lester, suivi d'une période de questions d'environ une demi-heure, peut-être plus, dépendamment. Alors voilà, avant de céder la parole à M. Lester, je vais vous présenter le président du Forum jeunesse du Bloc québécois, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui vient vous dire un mot. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci de vous être déplacés en si grand nombre. Je dois dire que ça dépasse nos attentes véritablement. Je veux remercier Raphaël qui, au nom de sa région, de Montréal-Ouest, de la région de Montréal-Ouest au Forum jeunesse du Bloc québécois, a eu cette brillante idée d'inviter M. Lester. Puis on voit que c'est un très beau succès. D'ailleurs, félicitations Raphaël, vous pouvez l'applaudir d'ailleurs. Je veux également, bien évidemment, remercier M. Lester de s'être déplacé. Moi, d'ailleurs, je vous évoque une expérience personnelle. Moi, je vous ai découvert, en fait, en me croisant au Salon du Livre quand j'étais un jeune adolescent. Puis j'avais acheté le Livre noir du Canada anglais, tome 1, que vous m'aviez dédicacé. Et puis, par la suite, évidemment, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Franchement, ça nous a fait découvrir, ça a vraiment contribué à notre devoir de mémoire collective. Parce que ça nous a fait découvrir vraiment le côté terrifiant de l'histoire du Canada. Non seulement il y a beaucoup d'anecdotes, des anecdotes révélatrices, mais des anecdotes, mais aussi des faits majeurs que j'ai contre. Est-ce que tout est sous contrôle? C'est bon? Alors, donc, je disais donc, c'est un livre qui comporte des anecdotes révélatrices, mais aussi des faits majeurs qui ont été occultés par l'histoire officielle du Canada, par l'historiographie officielle fédéralisante à l'extrême, par les minutes du patrimoine notamment. Franchement, c'est vraiment un travail d'enquête exemplaire. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, courez tout de suite chez votre librairie la plus proche de chez vous, puis achetez ça le plus rapidement possible. Vous allez voir, c'est extraordinaire comme livre. En fouillant dans le passé ancien, comme vous l'avez fait, on a effectivement découvert que la légende rose du Canada ne tenait pas debout. Sauf que le passé récent du Canada n'est pas tellement mieux. Depuis l'échec de l'accord du lac Meach en 90, il y a 21 ans, le Québec n'a pas bougé d'un iota depuis ça. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? On s'est fait voler notre référendum. On a eu la loi C-20 de Stéphane Dion, qui est une véritable confiscation de la démocratie québécoise, la loi C-20, je le rappelle, estime que le gouvernement fédéral devrait pouvoir décider de la clarté de la question référendaire et décider de la clarté de la majorité. Mais cette question-là a été réglée parce que Stéphane Dion a accepté la chefferie du Parti libéral avec 54%. Donc, on sait que 54% est une majorité claire pour lui. On a eu donc aussi les commandites, les minutes du patrimoine, la propagande massive. Le Canada d'aujourd'hui nous tient dans le multiculturalisme, qui nous condamne à la folklorisation. Le fédéralisme est un échec, il ne répond pas à nos aspirations. On ne va jamais être autre chose qu'une minorité. Puis le récent projet de loi conservateur, par exemple, qui vise à réaménager la Chambre des communes, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire de nous une quantité négligeable pour toujours à la Chambre des communes, au Parlement. N'importe quelle option fédéraliste, qu'elle soit néo-démocrate, verte, libérale ou conservatrice, ça va toujours être la même chose. Ça va toujours servir, et c'est légitime, la majorité. Parce qu'en démocratie, il y a une loi fondamentale, c'est la loi de la majorité. Or, la majorité, elle est canadienne-anglaise. Puis ça, il n'y a rien qui ne va jamais changer. On n'a aucun avenir dans le Canada, parce que le système canadien, d'ailleurs, on n'a jamais signé sa constitution, il faut s'en rappeler aussi, il déploie toutes ses armes juridiques pour affaiblir notre langue et même notre identité. Le principe fondateur de ces institutions-là, de cette constitution-là, c'est le multiculturalisme trudeauiste. Et le trudeauisme, c'est une idéologie absolument nauséabonde, tout simplement. Or, on n'est pas juste une minorité ou une communauté.
On est une minorité dans le Canada, bien sûr, mais on est une nation. Puis Stephen Harper a pensé nous distraire en nous donnant l'étiquette absolument ridicule de nation dans un Canada uni, comme si on n'en serait pas une en dehors d'un Canada uni. Or, l'avenir du Canada, de toute façon, puis on le voit très bien, il se dessine de toute façon sans le Québec. Fait qu'aussi bien se préparer dès maintenant et dessiner l'avenir du Québec sans le Canada, ça va tout simplement nous faire sauver du temps. On a tout ce qu'il faut pour être un pays, même Jean Charest le dit à l'étranger. Quand Charest dit qu'on a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Il faut donc sortir pas tant le Québec du Canada, mais sortir le Canada du Québec. Puis la première étape, ça va être le 2 mai prochain. Le 2 mai prochain, on va sortir les Canadiens de tous les sièges québécois à la Chambre des communes. Première étape. Ouais. Le 2 mai prochain, on va envoyer un message clair et on va tout mettre en œuvre pour que cette élection fédérale soit notre dernière. On ne veut pas, pour terminer, je dirais tout simplement, avant de passer la parole à Normand Lester, que notre place, c'est pas dans un Canada uni, c'est pas une nation dans un Canada uni. Notre place, c'est aux Nations unies. Merci. Merci d'être venus si nombreux. J'aime toujours ça m'adresser aux gens dans cette salle ici, historique de la Société Saint-Jean-Baptiste, et j'apprécie particulièrement le drapeau patriote et les patriotes. Et c'est un mot qu'on a un peu écarté de notre vocabulaire, ça. Et pourtant, c'est un beau mot qui représente une belle réalité, la réalité des patriotes de 1837. Et si ces gens-là, à l'époque, avaient gagné, et s'il n'y avait pas eu la terrible répression qui a suivi l'écrasement de la rébellion à l'époque, on serait probablement plus avancé sur la voie de la création de notre État national. Parce que dans le fond, l'écrasement de la révolte des patriotes, ça a retardé notre émancipation nationale de 100 ans pratiquement. Et ce qu'on aurait pu connaître dans les années 1840-1850, on l'a finalement connu ici en 1960 avec la Révolution tranquille. Je suis ému aussi que la jeunesse du Bloc québécois m'invite à prendre la parole devant, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas seulement des jeunes du Bloc québécois qui sont venus ici, qu'il y a des gens qui sont un peu moins jeunes, un peu comme moi, qui sont dans la salle aussi. Donc, je ne suis pas membre d'aucun parti politique. La dernière fois que j'ai eu une carte de membre d'un parti, c'est une carte de membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et ensuite de ça, je suis devenu journaliste et, comme vous savez, j'ai fait une longue carrière à Radio-Canada. Et donc, j'ai pas voulu prendre de carte de membre. Et depuis que j'ai quitté Radio-Canada, je ne l'ai pas fait non plus parce que, bien sûr, je suis un type qui est un souverainiste, qui croit que l'avenir légitime du Québec, c'est en tant qu'État indépendant, mais je ne veux pas adhérer à aucun parti. Comme ça me permet de pouvoir poser un regard critique vis-à-vis des formations pour lesquelles je suis en sympathie. Ben, c'est le cas notamment pour des partis comme le Bloc québécois et le Parti québécois. Actuellement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a l'élection fédérale, mais il y a toute une configuration d'astres qui se présentent et qui font que dans les prochaines années, on va de nouveau avoir l'occasion de réaliser notre projet national. Disons que c'était en gestation tranquille, disons, depuis 1995, depuis le référendum volé de 1995. Et là, la configuration politique au Québec et au Canada va faire que dans les prochaines années, on va, si nos dirigeants
Et si la population aussi est bien mobilisée par nos dirigeants, on se dirige de nouveau vers une possibilité de réaliser notre rêve. Je dirais même, parce que la démographie, ça existe et ça change continuellement, les projets politiques et l'évolution sociale. À cause de la démographie, ça va peut-être être la dernière chance qu'on va avoir véritablement de réaliser notre indépendance nationale. Donc, cette fois-ci, il ne faut vraiment pas la rater, cette chance-là. Et souvent, dans le passé, puis évidemment, 2 fois avec les 2 référendums, on a été des bons perdants. On était des bons perdants en 1980, on était des bons perdants en 1995. Moi, ce que je souhaite la prochaine fois, c'est qu'on soit des mauvais gagnants. On était les gens qui ont joué selon les règles, hein, puis on était là, on disait, ah, ben, les règlements c'est ça, les lois c'est ça, on a adopté des cadres référendaires et des lois qui étaient très très correctes. Le problème, c'est que nos adversaires, eux autres, ils s'en foutent, puis ils suivent pas les lois. Hein? Et puis comme a dit Jean Chrétien, au moment du scandale des commandites, vous vous remplacez, qu'est-ce que c'est 3 millions de dollars pour sauver le Canada? Chez Lecoq aussi, hein, pour ce qui est des lois du Québec qui ont été manifestement violées durant le référendum de 95, puis elle dit, qu'est-ce que c'est ça, les lois du Québec, si ça menace l'unité nationale? C'est pas important. Ce qui est important, c'est l'unité nationale. Et ça a toujours été comme ça dans notre histoire. On a rappelé, et j'ai passé plusieurs années à écrire mes 3 livres noirs du Canada anglais, et si vous regardez notre histoire nationale, ça arrive souvent comme ça. Les Québécois, c'était le cas malheureusement de la tragédie des Patriotes de 1837. Encore une fois, Louis-Joseph Papineau, ces gars-là, croyaient au parlementarisme britannique pendant longtemps. Hein? Ils ont fonctionné selon les règles, et puis pendant ce temps-là, le pouvoir colonial, lui, voyait ce qui s'en venait. Eux autres se sont préparés militairement. Pas les patriotes, eux autres ont adopté des résolutions, puis ils ont fait des pétitions à Londres, et puis ils sont arrangés. Et tout à coup, un matin, les Anglais ont ramené des troupes coloniales d'Halifax d'un peu partout, puis ils ont décidé d'arrêter les dirigeants patriotes. Et c'est comme ça, ce qu'on appelle les troupes de 37, ça n'a pas été un soulèvement national, ça a été les chefs patriotes qui ont résisté à leur arrestation illégale. On se fait souvent, c'est malheureusement notre histoire, on se fait souvent prendre les culottes baissées, hein, parce que nous, on respecte les règles. Référendum de 95, hein, on a adopté toutes sortes de lois, tout ça. Puis là, il y a eu, et puis moi et mon ami Robin Philpot, on l'a bien démontré, il y a eu un groupe, Option Canada, qui a eu beaucoup d'argent. Et comme vous savez, le juge Grenier a pu en découvrir seulement une partie. Il a découvert que dans le mois avant le référendum, ils avaient secrètement dépensé 500 000 $. C'est une somme considérable. Mais l'enquête, le juge Grenier qui a enquêté sur ces illégalités-là, à la suite de la publication de notre livre Les secrets d'Option Canada, n'est jamais allé au fond des choses. Parce que d'abord, il devait faire un rapport au bout de 3 mois, mais ça a duré 1 an, et tout ça s'est déroulé à huis clos. Parce que tout à coup, les avocats du gouvernement du Canada sont allés devant le juge Grenier et ont dit, ça, là, ce que vous avez découvert, vous n'avez pas le droit d'en parler. Ça, vous n'avez pas le droit d'enquêter là-dessus et d'aller au fond des choses là-dessus parce que c'est des décisions du gouvernement du Canada et vous êtes mandaté en fonction d'une loi du Québec et il y a eu des décisions de la Cour suprême du Canada qui fait qu'un organisme ou une commission constituée en vertu des lois du Québec n'a pas le droit d'enquêter sur les activités et le fonctionnement du gouvernement du Canada. Ce qui fait, et si vous lisez le rapport Grenier, on va vous dire, oui, on a découvert qu'il y a eu 500 000 $ qui ont été dépensés illégalement, bien que moi et mon collègue Philpot, on est sûr que c'est plus que 10 millions de dollars qui ont été dépensés, et dans toutes sortes de choses bien mystérieuses. Et notamment, la personne qui était responsable de distribuer l'argent à ce moment-là
était quelqu'un qui venait directement des services secrets. C'est qu'à un moment donné, juste avant, un an avant le référendum, on l'a muté du Service canadien du renseignement de sécurité au ministère du patrimoine de Sheila Cox, et c'est elle qui était chargée de la distribution d'argent qui s'est faite au référendum de 95. Tout ça, bien sûr, même le 500 000 était illégal, mais il y en a eu des millions, et sans compter les autres illégalités qui ont été commises. Par exemple, ça n'a jamais été fouillé à fond, mais on refait venir au Québec la totalité des militaires canadiens qui étaient originaires du Québec pour les faire voter. Il y a eu toutes sortes d'opérations comme ça, où il y avait aussi des Anglo-Québécois qui avaient déménagé à l'extérieur du Québec, mais dans le West Island, on a tout réuni ces gens-là, on les a inscrits sur des listes électorales, ils sont revenus voter, et c'est comme ça donc qu'on a perdu. Comme vous savez, ça a été une question de quelques dizaines de milliers de voix. Et puis, si on n'avait pas employé toutes ces méthodes illégales-là, on aurait gagné. Mais eux autres, eux autres étaient fiers, ils étaient des mauvais gagnants, ils étaient fiers de ça. Nous, comme d'habitude, on été des bons perdants. Mais j'espère que la prochaine fois, on va, nous aussi, employer toutes les méthodes qu'il faut, puis on va répondre à leurs activités, puis à leurs méthodes clandestines et illégales de la même façon. Et pour faire ça, moi, ce qui m'agace un peu actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants indépendantistes qui font de la stratégie en public. Hein, il y a certains de nos chefs font des commentaires et tout ça. Mais la stratégie, ça se fait pas en public. Ça se fait en petit comité. Puis même en petit comité, il faut faire bien attention pour ne pas être infiltré, parce que vous pouvez être sûr aussi que les sections appropriées du Service canadien du renseignement de sécurité ont des gens infiltrés dans les organisations politiques nationalistes. Donc, il faut être prudent, il faut faire attention, puis il faut s'organiser de la même façon que ces gens-là le font contre nous. Donc ça, c'est le contexte. Je vous disais tout à l'heure que les astres semblent bien réunis. C'est parce qu'on va avoir il y a une élection fédérale qui s'en vient, et inévitablement, le Bloc va faire des gains. Moi, j'estime entre 53 et 56 sièges. Bien sûr, j'en parlais avec le président de la SLJB, il me dit, oui, si on pouvait être l'opposition officielle. Moi aussi, j'aimerais ça, mais il ne faut pas rêver en couleur. Mais déjà, si on réussit à avoir 54, 55 sièges, ça va être extrêmement intéressant pour nous, parce que ça va montrer, encore une fois, que le Bloc est d'actualité. Et ça, moi, ça m'amuse toujours, puis c'est le cas depuis à peu près 8 ans. À chaque fois qu'il y a des élections, remarquez, ça n'a pas été vraiment le cas cette fois-ci, mais les 3 précédentes élections, vous aviez la plupart des commentateurs dans les journaux du Canada anglais ou à la radio, à la télévision qui disaient « Ah, le Bloc, c'est fini, c'est une affaire de passé, l'indépendance du Québec. » Là, les élections arrivaient, puis le Bloc était toujours aussi fort, ces gens-là avaient l'air des imbéciles. Cette fois-ci, ils sont plus prudents, ils n'osent pas dire que le Bloc, c'est fini. Tout le monde voit bien que le Bloc va faire des progrès. Et donc, on va se retrouver avec une représentation indépendantiste importante à Ottawa. Et à Québec, inévitablement aussi, le Parti québécois va prendre le pouvoir d'ici 2 ans. Il y a des gens qui disent, oui, mais François Legault, la nouvelle formation, l'ADQ. Moi, je pense pas que ça aille bien loin. Et si vous regardez les gens qui font de la sociologie électorale et qui ont regardé toutes les possibilités de répartition de voix, même s'il y avait un parti dirigé par François Legault, le premier parti au Québec, ça va être le Parti québécois. Peut-être que dans certaines configurations, il ne sera pas majoritaire, mais c'est presque inévitable là, que le Parti québécois, donc Pauline Marois, va devenir la première ministre du Québec. Et ça, donc, on a là une bonne partie des conditions favorables de réunir. On va être au pouvoir à Québec, avec à Ottawa une députation québécoise extrêmement puissante. Puis comme je vous dis, il ne faut pas rater cette fois-là, parce que si ça va être la première fois depuis 1995 qu'on va vraiment avoir des conditions idéales pour essayer de faire l'indépendance. Là, si on la rate cette fois-ci,
En 2030, ce ne sera peut-être plus l'occasion, compte tenu de la démographie du Québec, en particulier dans la région de Montréal. Ça va être l'occasion ça va être maintenant ou jamais. Ça va être maintenant ou jamais qu'il va falloir agir, là. Et c'est là où il faut se préparer et aller chercher tous les votes possibles. Et ça, j'ai bien hâte de voir et je regarde avec intérêt le congrès du Parti québécois qui va commencer là, dans une dizaine de jours. Et ce qui va se passer à ce congrès-là, pour moi, ça va être absolument déterminant, ça va être décisif pour l'avenir du Québec. Et je pense que Pauline Marois le comprend. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la majorité des voix au Québec. Je comprends que le Parti québécois est un parti social-démocrate qui a une histoire dans le même. Mais il faut que ce parti-là, et ça fait 10 ans que je dis ça, s'ouvre vers le centre. Les votes au Québec actuellement, il n'y en a pas tellement du côté de Québec solidaire et du côté du Parti vert. Les votes sont du côté de l'ADQ et du côté des partisans de François Legault. C'est là qu'il faut aller chercher les gens et c'est là qu'il faut convaincre les gens de revenir au Parti québécois, surtout les gens qui s'en sont écartés. Évidemment, ça demande stratégiquement, on va voir là, vraiment toute l'habilité politique de Pauline Marois. Il ne faut pas, bien sûr, effaroucher les gens des syndicats, mais il faut aller chercher les jeunes entrepreneurs, les jeunes, les nouvelles classes dynamiques de notre société. Et là, c'est ça qu'elle doit faire. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont tentés par François Legault parce que le Parti québécois n'est pas ouvert vers le centre. Et ça va être déterminant. Il faut que Pauline Marois s'ouvre à ces gens-là et, d'une certaine façon, apaise un peu la gauche. Il faut que le Parti québécois redevienne un rassemblement pour l'indépendance nationale. Hein, dans le fond, le Parti québécois, excusez-moi, c'est beau, peut-être qu'un jour, c'est un parti qui va être au pouvoir, puis effectivement, il représente la social-démocratie, et ça va être très bien. Mais dans une première étape, il faut prendre le pouvoir et faire l'indépendance du Québec. Et pour faire ça, il faut aller chercher tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. L'extrême gauche, ça va bien, parce que je suis sûr que Québec solidaire, puis ils l'ont répété, vont être avec nous dans un moment décisif. Donc, il faut aller chercher tout le monde jusqu'au Parti libéral. Ça, le Parti libéral, oublie ça, hein? C'est 15 circonscriptions dans le West Island, et ça, les gens qui sont là sont au Parti libéral jusqu'à la mort. Hein? Ils sont au Parti libéral comme les partisans de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Hein? Ils vont être dans le bunker. Non, mais ces gars-là, ils sont là jusqu'à la fin. Ils vont pas les sortir avec la fumée, les gaz lacrymogènes. Ils vont descendre. Il a dit, ben c'est ça, les partis, ouais, mais on rit, mais c'est ça, les partitionnistes, ils sont toujours là. Hein, les circonscriptions partitionnistes du West Island, ben, c'est ça, ils sont toujours là. Puis ils n'ont pas été intégrés à la ville de Montréal non plus, parce que ça, on les changera pas, mais il faut aller chercher tout le monde d'autre. Et ça, et je pense que Pauline Marois a cette possibilité-là. En tout cas, si elle ne l'a pas, il faut qu'elle le devienne rapidement cette chef rassembleuse. Hein? Dans le fond, elle va devoir devenir notre Charles de Gaulle. Et ça me fait un peu rigoler parce que le dernier congrès du PQ, justement, il y avait des préoccupations en disant hey, le PQ est en train de faire un tournant vers la droite, tout ça. Puis là, il y a plusieurs dirigeants du parti qui ont dit non, on est de gauche, nous, on reste de gauche. Mais pensez-y, sur la scène internationale, quel est l'homme politique qui a le plus aidé le Québec sur la voie de l'indépendance?
Est-ce que c'est François Mitterrand? Je pense pas. C'est Charles de Gaulle, un général plutôt de droite. Et si on est où on est actuellement, c'est en grande partie à cause de Charles de Gaulle. C'est pas tellement de Mitterrand. Remarquez, pas de Sarkozy non plus. Non. Mais Sarkozy, c'est un peu différent. Hein? C'est fondé de pouvoir de Power Corporation, littéralement. Mais si vous regardez l'ensemble des gens en France, même les gens du parti de Sarkozy, la plupart des gens qui l'entourent sont plutôt favorables à l'indépendance du Québec. Et je pense que Sarkozy, c'est pas un phénomène qui va durer longtemps. Je pense pas qu'il va aller très loin après la prochaine. Ça aussi, ça nous est favorable que Sarkozy disparaisse dans environ 2 ans. Comme je vous dis, tout est là pour réussir, mais là, il va falloir pas faire semblant. Et c'est ça. Donc, à Québec, il va falloir que ces gens-là disent, ben là, on est au pouvoir, puis enclencher le processus immédiatement en arrivant au pouvoir. Enclencher, ça ne veut pas dire déclencher un référendum immédiatement. Ça, c'est complètement idiot, là, les gens qui disent il faut s'engager au bout de 3 mois, faire un référendum. Il faut être stratégique, il ne faut pas téléguider nos intentions aux adversaires, mais ce qu'il faut faire, il y a des moyens, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire qui, nécessairement, sont des choses logiques pour un peuple comme le nôtre, mais qui vont braquer les Anglais. Et là, ben là, il y a peut-être des gens qui disent, ben là, il ne faut pas faire appel aux Anglais. Il faut négocier avec eux. Bref, mais c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il y a aussi de la mobilisation. Regardez, il y a une chose qui me frappe actuellement, c'est le mariage royal ou princier. Ici au Québec, vous pouvez trouver ça en page 18, un petit encadré. Au Canada anglais, ça fait... Hein, je pense qu'il n'y a pas une journée maintenant où il n'y a pas une photo du prince et puis de sa princesse, puis des préparatifs. Vous allez à la télévision, il y a des reportages de Londres à CBC, 4 fois par jour, où on voit qu'on prépare le carrosse royal. Tout ça. Et nous, ici au Québec, par exemple, je donne un exemple. Disons que tout à coup, dès que le parti est au pouvoir, on décide de peut-être donner des noms normaux à nos institutions. Ce qu'on peut faire, on pourrait décider tout à coup que le lieutenant-gouverneur, on appelle ça président du Québec. On l'a fait avec l'Assemblée nationale il y a 30 ans. On a décidé tout à coup que l'Assemblée législative, c'était pas ça. Comme on était une nation, c'est une Assemblée nationale, puis on l'a fait. Les Anglais n'ont pas aimé ça. Mais là, pensez-y, si, avec une configuration, un Bloc québécois puissant à Ottawa, le Parti québécois qui est engagé à faire l'indépendance à Québec, si Pauline Marois se décide tout à coup à dire des choses comme ça, voyez la réaction du National Post, voyez la réaction du Globe and Mail, les médias, ça va se braquer contre le Québec. Et puis les Québécois, eux autres, dans le fond, ici, regardez les sondages, 95% ou plus, ben il y a seulement les Anglais du Québec un peu qui tiennent à rien, à part tout le monde s'en fout de la royauté. On s'en a même toujours été contre. Ça va mobiliser les gens, puis les gens ne verront pas qu'est-ce que c'est le drame de changer de nom, mais c'est une petite mesure. Mais vous additionnez tout ça, puis ça fait que ça montre que 2 nations différentes qui vivent dans... c'est l'évêque qui disait qu'on est comme 2... qu'est-ce qu'on a dans une même cage, on est comme 2 animaux dans une même cage et tout ça. Puis là, ça serait ça. Quand il y a des choses ici, bien ça, j'en ai parlé dans mes livres noirs. On a une statue de la reine Victoria puis de l'amiral Nelson au centre-ville. Est-ce qu'il y a un autre pays au monde qui est aussi à plat ventre que nous? Vous savez pourquoi la colonne Nelson était là, hein? Parce que Napoléon, au début du 19e siècle, faisait peur aux Anglais. Puis quand Nelson a battu Napoléon, les marchands de Montréal se sont dit « Hey, on leur a donné la claque, puis on va les barber en tout ça. » Puis c'est eux autres qui ont érigé la colonne Nelson à cette place-là. Il y a toutes sortes de choses ici, des aberrations. Il y a un parc Colborne sur la rive sud. Le vieux brûlot. Ça, c'est des gens qui ont tué les paysans, qui ont violé les paysannes pendant des mois sur la... C'est le général Colborne qui commandait, c'est surtout des supplétifs, des volontaires de Montréal qui faisaient le sale boulot, qui incendiaient les granges,
tuaient les animaux puis violaient les femmes, et c'est Général Colborne qui commandait. Il y a un parc puis une rue Colborne. Mais ça, on n'est pas les seuls. L'université des Acadiens s'appelle l'université de Moncton, le gars qui était chargé de la déportation. C'est des choses inimaginables ailleurs au monde qu'au Québec. Pourquoi? Parce que les Anglais, dans le fond, sont restés au pouvoir, puis nos élites, souvent, c'est des gens qui disent, bon, on n'est pas pour faire la peine aux Anglais, ça nous donne leur idée. Qu'est-ce que c'est? C'est juste des mots. Mais les mots, ça a des significations. Il y a des gens, pour des mots, comme la démocratie ou d'autres mots, des gens qui sont prêts à mourir pour des mots. C'est important, des mots. Puis la preuve, essayez de vous embarquer sur cette voie-là. Vous allez voir au Canada anglais comment ça va réagir. Et comme je vous dis, tout ça, dans le fond, ça nous est favorable. On parlait un peu du bloc. Comme je vous dis, j'aime bien le bloc, je pense qu'il va faire des progrès. Puis agace tout le monde. Moi, ce que j'aime pas du bloc souvent, c'est qu'il est trop à sa place. Tu sais, c'est qu'il joue le rôle du bon parti d'opposition, de la loyale opposition de Sa Majesté. Remarquez, je comprends. Depuis 10 ou 15 ans, il n'y a pas eu de raison vraiment de confronter les gens puis de se coltailler avec ces gens-là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, on a trop... Des fois, je me demande, je dis, j'ai 17, y a-t-il à se mêler de cette affaire-là? C'est une affaire pour les Canadiens, c'est pas de nos affaires, ça. Puis là, ce qui me fait peur, comme c'était le cas il y a à peu près 8 ans, à un moment donné, quand Stéphane Dion a fait l'éloge de G17, en disant qu'elle était un bon chef de parti d'opposition. Mais, comme je vous dis, je me dis, dans le fond, il n'y a pas vraiment de confrontation, puis ces gens-là gardent leur munition pour quand le moment sera venu. Et là, le moment s'en vient. Le moment s'en vient. OK, pour l'instant, je comprends que depuis 10 ans, il n'y a pas eu vraiment de raison de prendre la cage. Mais là, le moment s'en vient. Et j'espère, et je compte sur ce parti-là, et je compte sur ses membres, quand les conditions vont être réunies, de ne pas se mettre à dire, on n'est pas pour faire de la peine à nos collègues avec qui on travaille depuis 10 ans. Ça va être le temps de branler la cage et de la branler fort, la cage. Puis si on a 55 députés à la Chambre des communes, on peut en branler des affaires avec 55 députés. Et bien moi, j'y crois, j'ai confiance, j'ai hâte, je me dis, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand les conditions vont être là. Et le parti, le bloc a un rôle important et déterminant à jouer dans ces conditions-là, parce qu'il va être en première ligne, là, ça va être les unités de choc de l'indépendance. C'est lui qui va devoir confronter les partis politiques anglophones, et c'est lui vraiment qui va être au centre des choses, il va faire une étroite coordination avec Québec, mais ça, je pense que ça va se faire, mais comme je vous dis, on va voir. En tout cas, on attend beaucoup du Bloc québécois, on attend beaucoup du Parti québécois, mais il s'agit, encore une fois, pour tout ce monde-là, de mettre de côté des idéologies qui sont valables, la social-démocratie, et se dire, on est un rassemblement, et notre objectif actuellement n'est pas de faire la démocratie sociale au Canada, au Québec. Notre objectif, c'est de faire l'indépendance, et pour ça, il faut ratisser large et plaire à tout le monde. Il faut, parmi les députés, avoir des gens qui représentent toutes les classes, tous les intérêts régionaux sont assez bien représentés dans les deux partis. Mais dans le fond, quand tu regardes l'origine sociale, les professions des gens, ça a souvent tendance à être dans les deux partis des anciens militants syndicaux, des anciens fonctionnaires. Je comprends. C'est des gens qui ont le droit de... Mais il faudrait peut-être aller chercher un peu des hommes d'affaires ou des ingénieurs ou des gens qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas fait leur carrière dans la fonction publique ou qui n'ont pas fait leur carrière dans les syndicats ou dans l'enseignement ou dans les hôpitaux. C'est parce que tous ces gens-là, actuellement, c'est ça qui forme l'Action démocratique du Québec. C'est ces gens-là qui sont attirés par François Legault actuellement. Ces gens-là qu'il faut aller chercher. C'est des gens extrêmement dynamiques. Et c'est ça. Puis ils ont été déçus
de l'Action démocratique du Québec. Hein. Pourtant, ils avaient un chef extraordinaire, puis ça c'est pas allé nulle part parce que il y avait un chef, mais il manquait quelque chose. Hein. Il manquait comme, bien sûr, au Parti québécois, il y a l'idéal de la nation, mais à l'ADQ, il n'y a rien. C'est quoi l'idéal? C'est de réformer un peu ou restructurer l'État, tu sais, ou la réingénierie de l'État. Regardez, Charest essaie de faire de quoi avec ça? C'est allé nulle part. Mais il y a une chose là-dedans, dans la situation politique actuelle, qui me plaît énormément. C'est la déchéance des partis libéraux à Québec et à Ottawa. Et moi, je pense que l'élection fédérale actuelle et l'élection provinciale qui suit va détruire à jamais ces deux partis-là, qui sont pour moi des partis de traite, de vendus et d'affaires. Après ces deux élections-là, ces deux partis-là vont pouvoir se présenter pour ce qu'ils sont vraiment. Et ça, je respecte ça. Ce sont des partis qui représentent la minorité anglo-ethnique du Québec. Ces gens-là ont le droit d'être représentés dans un parti. Mais moi, ce qui m'agace, c'est quand le Parti libéral prétend représenter autre chose au Québec. Ben, avec les élections qui viennent, la tache rouge sur la carte du Québec, elle va se rétrécir et ça va devenir la réalité. Puis là, ça va être incontournable. Le parti, ça va être le parti des anglo-ethniques. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Puis d'ailleurs, quand vous y pensez, le Parti libéral fédéral ne s'est jamais remis, dans le fond, du rapatriement unilatéral de Trudeau. Hein. Ça a été un peu, depuis ce temps-là, c'est un parti au Québec qui est en déclin, et là, il va atteindre le fond du baril. Ça, en plus là, c'est comme je vous dis, là, moi, je vais fêter au champagne. À Québec, ça va être pire. Parce qu'à Québec, Charest, tout ça, ils vont être battus. Puis une des choses que Mme Marois s'est engagée à faire, c'est une commission sur l'industrie de la construction. Et ça va enlever le fond du baril, ça va se répandre dans la rue. Parce que c'est pas des farces quand les gens disent que ces gens-là sont liés à la mafia. Tout ça, là, je veux dire, c'est une infrastructure qui existe. La mafia, puis le Parti libéral, hein, c'est... Enfin, vous avez lu les journaux comme moi. Mais là, comme je vous dis, c'est pas pour rien, Charest est complètement osé. Mais dès que le parti, il faut qu'une des premières choses que Mme Marois fasse, c'est une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, les liens avec le crime organisé. Et puis ça va encore sortir. Et ça va faire des choses plus claires. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'un jour, puis après ça, après l'indépendance, ben, il y aura peut-être ici 4 partis, tu sais, comme il y aura un parti central, plutôt de centre-gauche, le Parti québécois, il y aurait peut-être un parti de centre-droit, c'est important, quelque chose qui rassemblerait les idées de l'Action démocratique puis de François Legault. À gauche, il va y avoir Québec solidaire. Puis les anglo-ethniques, ben, ils vont avoir le petit parti libéral avec 12-15 députés. Puis on va être un État normal. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. J'ai pris à peu près mon temps. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous.